Et du côté russe, c'est-à-dire il y a eu des informations qui ont filtré au niveau du New York Times et autres, c'est qu'en fait, ça serait ce qu'on avait entendu ces derniers jours, c'est-à-dire un cessez-le-feu limité aux frappes aériennes. Alors si c'est tout ça pour ça, c'est quand même assez limité. C'est pour ça que je disais que l'essentiel risque d'être dans la discussion entre les deux, le volet commercial sur le pétrole, sur les minerais, les métaux et sur la coopération commerciale entre les deux pays. Donc c'est un peu limité malheureusement pour l'Ukraine. Caroline, est-ce que vous pensez qu'on peut espérer de réelles avancées à l'issue de cette rencontre entre Trump et Poutine ? Tout ça, effectivement, c'est calculé depuis des jours. Ils vont vouloir tordre le bras à l'Ukraine. La partie commerciale, avec la venue de Witkoff, va être effectivement une discussion sur des besoins américains de développement en Russie, en particulier sur des contrats sur les terres rares, parce qu'il y a en fait une dépendance forte des Américains aux terres rares chinoises. Enfin, il y a surtout une entreprise chinoise qui les fournit sur la partie défense, industrie de la défense, qui pose un gros problème de dépendance totale des États-Unis. Donc, ils cherchent des solutions. On a vu le cas vis-à-vis de l'Ukraine et maintenant vis-à-vis des Russes. Donc, ils cherchent à multiplier les fournisseurs. À côté de ça, il y a eu l'ultimatum vis-à-vis des Indiens, où là, ils se servent, en fait, ça leur fait des leviers, les droits de douane, pour négocier à nouveau sur l'industrie de la défense. En Inde, on sait qu'il y a des Rafales qui ont été vendus. Il y a eu un accord juste avant l'été par les Français d'assaut auprès des Indiens. C'est très mal vu des Américains. Et donc là, ils essayent de vendre leur F-35. Donc il y a des moyens de pression. Et ils se servent de différents outils commerciaux. Donc les droits de douane en sont un, pour négocier sur d'autres sujets et être en position de force. Et là, tordre le bras aux Indiens. Ce qui est important par rapport à ces discussions, il faut absolument que l'Europe s'affirme, parle d'une seule voix si c'est possible avec un leadership. L'avantage de la France, c'est que nous, on a une autonomie stratégique, ce qui déplaît grandement aux Américains et évidemment aux Russes. Il faut absolument que l'Europe s'impose et soutienne l'Ukraine face aux géants américains, et qui suit la stratégie de Poutine en mettant l'Europe de côté. C'est ce qu'on disait, une demi-victoire pour la Russie, avec Trump qui les a remis sur le plan international. Et ça, c'était une grosse étape pour Vladimir Poutine depuis 6 mois. C'est un sacré avantage. Claire Cambier, qu'est-ce qui fait que Trump finalement s'est dit allez, je vais rencontrer Poutine? Ça n'était pas arrivé depuis le retour que Poutine s'est dit je vais rencontrer Trump. Ça n'était pas arrivé depuis le retour de Trump à la Maison Blanche. Qu'est-ce qui fait que là il se dit ok, on y va pour cette réunion? On a vu que le président américain avait un peu changé de ton ces derniers temps. Il avait essayé de faire beaucoup de concessions à la Russie. Ça n'avait pas fonctionné. On l'a vu ces derniers temps. Il a un peu montré les muscles. Ouais. Il y a eu cet échange, notamment sur le nucléaire. Il y a ces menaces économiques. Et on le sait, c'est un vrai levier. L'économie, le pétrole, c'est un tiers des ressources du gouvernement russe. C'est donc important. À l'intérieur de la Russie, l'économie, elle est clairement portée par l'économie de guerre. Ça représente un tiers des 40% même. 40% des dépenses publiques, encore plus. Donc oui, il y a une partie de la population qui s'en sort bien. Il y a tout un pan aussi de la société qui va mal. Les ventes, par exemple, le marché immobilier stagne. Les ventes de voitures ont chuté depuis le début de l'année. Donc oui, il se dit il faut aussi faire quelque chose. On ne peut pas non plus plomber complètement l'économie. Il fallait donc qu'il fasse une concession et c'est certainement ça qui a fait un peu bouger les lignes. Alors je vais rappeler quand même les exigences de la Russie qui réclame à l'Ukraine qu'elle lui cède 4 régions partiellement occupées, en plus de la Crimée, et qu'elle renonce aussi aux livraisons d'armes occidentales et à toute alliance, à l'alliance atlantique. Est-ce que, Michel Fayad, est-ce que Poutine il peut bouger sur ces lignes-là, sur ce qu'il fixe comme exigence? Non, il ne bougera pas sur ces lignes. Il a l'avantage sur le terrain aujourd'hui.
Le fait aussi qu'il y ait cette rencontre avec Trump, il le voit comme une certaine victoire quelque part. Donc il ne va pas faire de concessions là-dessus. Là, il est clair. Il y a eu beaucoup de morts de son côté aussi, et vis-à-vis de sa population, il ne peut pas dire, écoutez, ils sont morts pour rien, et les 4 oblasts et la Crimée que j'ai annexée dans la Fédération de Russie, je vais y renoncer. Enfin, en fait, il perdrait de sa stature et de son leadership au sein même de la Russie. Mais je voulais dire une chose sur l'Inde aussi, parce qu'en fait, les sanctions sur l'achat du pétrole par l'Inde, ça peut être aussi quelque chose sur lequel les deux se sont peut-être entendus. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Trump et Poutine. Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, l'Inde paye le pétrole russe en roupies. Et les Russes ne savent pas quoi faire des roupies indiennes. Parce qu'en fait, c'est vrai, en fait, quand ils achètent auprès des Chinois et que les Chinois leur payent en yuan, ils savent que derrière, ils vont acheter des armes auprès des Chinois et différentes choses auprès des Chinois. Donc, il y a différentes possibilités avec la Chine. Il y a même des trocs, il n'y a même pas parfois de paiement. Par exemple, des sociétés chinoises du type Zhuai-Zhenrong et Zhenhua, c'est carrément du troc. Donc, on vous donne du pétrole, vous nous donnez des armes. Donc, il n'y a pas de question de trop de yuan sur le marché russe. Mais les roupies, c'est vraiment problématique. Et donc, pour la Russie et les États-Unis, la Russie exporte aujourd'hui 5 millions de barils par jour à peu près de pétrole. Et il y a à peu près 1 million, 1,5 million, voire 2 millions de barils qui partent en Inde. Si jamais cette quantité venait à diminuer, elle serait compensée par une hausse des prix. Parce que aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et les États-Unis ont déjà augmenté de 500 000 barils de production par jour et ne vont pas augmenter beaucoup trop pour compenser la chute moins d'exportation de la part de la Russie. Donc en fait, si l'Inde achetait moins de la Russie et que le prix du baril montait, en fait, cela serait compensé pour les Russes quelque part, parce que le prix du pétrole donc aurait compensé moins de quantité vendue aux Indiens et du coup moins de roupies. Donc c'est pour ça que je dis ça peut être malheureusement un accord entre les deux, préparé un peu à l'avance. Vous mettez un peu de sanctions sur l'Inde, ça va faire croire sur le marché, ça va faire croire aux Ukrainiens et aux Européens qu'on est vraiment fâchés de vous. Mais en fin de compte, ça arrange un peu les deux. Les deux sont d'accord sur la hausse du prix. Les Russes aussi bénéficient de moins de roupies sur leur marché. Enfin, vous voyez, et vous pensez, Caroline, qu'il peut y avoir eu un accord pas officiel entre Trump et Poutine sur ces droits de douane pour l'Inde? Oui, bien sûr. En fait, il y a des communications qui sont en dehors de la partie officielle. Et d'ailleurs, le conseiller défense de Modi est allé hier en Russie, à Moscou, défendre ses intérêts. Donc effectivement, tout ça, c'est organisé. Après, il ne faut pas que ce soit aux dépens des Russes, et ça ne se fera pas aux dépens des Russes. Donc il y a des accords qui se font. Sur la partie militaire, les Américains ne gênent pas les Russes sur la vente d'avions, donc ça c'est une possibilité. Ouais. Et puis alors j'aimerais qu'on regarde les mots aujourd'hui du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui est une journée riche en appels, écrit-il sur X, en appels et en contacts visant à progresser concrètement sur la voie de la paix. Plusieurs entretiens sont prévus. Le président ukrainien qui précise une rencontre en face à face avec Vladimir Poutine constitue une priorité très claire pour lui. Mais du côté du Kremlin, on ne confirme pas que Poutine va rencontrer Zelensky, Claire. Oui, exactement. Ça a été évoqué côté américain, côté russe. Pour le moment, on confirme cette rencontre avec le président américain et le président russe. Mais cette rencontre tripartite n'est pas à l'agenda, en tout cas pas pour l'instant. Et ce dont on peut se douter, c'est que cette réunion, elle aura vraiment lieu à la fin du processus des négociations de paix. Et pour le moment, il y a encore beaucoup de travail à effectuer. Michel Fayad, est-ce que les Ukrainiens ont la crainte d'être exclus un peu de ces discussions ? Bien sûr qu'il y a cette crainte, c'est pour ça que aussi Zelensky essaye de s'appuyer sur les Européens pour peser le maximum face à la Russie et face aux États-Unis, parce que l'Ukraine seule, évidemment, ne peut pas s'imposer. Mais le problème, c'est que l'Europe est un peu le maillon faible par rapport aux États-Unis et par rapport à la Russie, parce qu'elle est divisée, justement, vous parlez toutes les deux des divisions en interne de l'Union européenne. Effectivement, je veux dire, l'Allemagne en profite pas mal avec, de se renforcer militairement, de redevenir une puissance militaire, ce qu'elle n'avait pas été depuis 1944. Elle veut devenir la première puissance militaire d'Europe. C'est bien avant la quand même.
En achetant américain, tout à fait, et en plus en ayant un budget militaire jusqu'à 165 milliards d'euros d'ici 2030. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Et puis il y a aussi le fait que, je crois que c'est vous qui en parlez tout à l'heure, des négociations entre von der Leyen et Trump pour justement, c'était un peu l'intérêt des Allemands parce que 40-45% de l'excédent commercial européen sur les États-Unis est allemand. Donc en fait, les concessions de von der Leyen, c'était dans l'intérêt de l'Allemagne. Donc il y a cet aspect quand même à prendre en compte. Mais il y a malheureusement un précédent dans l'histoire où des accords se sont faits sans le pays concerné. Et les États-Unis ont été partie prenante de cette histoire. C'est au Liban, en 1990, alors qu'il y avait 1 million de personnes qui manifestaient tous les jours contre toute concession avec la Syrie. Eh bien, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Syrie ont fini par imposer au Liban des accords de Taïf rejetés par la population libanaise. Donc c'est arrivé fin 90 et malheureusement ça peut arriver aujourd'hui en Ukraine. Vous voyez, donc il y a de quoi avoir peur pour l'Ukraine. Et il faut du coup vraiment que l'Europe agisse vraiment en soutien par rapport à l'Ukraine. Et l'Europe doit jouer vraiment ses cartes parce que l'Europe, malheureusement, jusque-là, vis-à-vis de entre von der Leyen et Trump, n'a pas joué toutes ses cartes. C'est-à-dire que l'Europe est un marché stratégique et critique pour les États-Unis. C'est-à-dire sans l'Europe, les États-Unis ne peuvent pas écouler tout leur gaz. Ils ne peuvent pas financer leur gaz naturel liquéfié aux États-Unis pour produire, pour créer, pour investir. Donc on a des cartes en main qu'on n'a pas jouées jusque-là. Et Trump parle business, parlons-lui business. Parce que en termes de business, l'Europe a des cartes à jouer. Et jusque-là, on ne les a pas jouées à fond. Et si on veut vraiment peser, que ce soit pour l'Ukraine ou pour l'Europe, il faut jouer business. Je veux dire, les Russes et les Américains parlent business. Pourquoi pas nous ? Caroline. La conciliation qu'il y a eu avec Ursula von der Leyen, c'était vraiment historique par rapport à l'Europe. Et c'est pour ça qu'il faut la contester. Elle s'est engagée sur des sujets où elle n'avait pas le pouvoir pour le faire. Il y a quand même 1400 milliards d'investissements qui partent vers les États-Unis avec cette conciliation, qui n'est pas un accord. En fait, il y avait une soumission. Et ça, c'est inacceptable. Et donc, il faut, par rapport à cette volonté de diviser et d'imposer les décisions des États-Unis à l'Europe, il faut absolument lutter. Les sujets sont liés, en fait. Les sujets sont liés. Le rapprochement américain de la Russie dans le contexte d'un affaiblissement de l'Europe, une division, profite aussi aux Américains. On est avec les Trumpistes, le contexte est encore plus changeant et il faut en avoir conscience. À côté de ça, quand on parlait d'éventuelles négociations avec la Russie sur le dos de l'Ukraine, le risque, il y en a deux. C'est un cessez-le-feu sur l'aérien. Pourquoi ? Parce que, en fait, d'un certain côté, Zelensky ne pourrait pas refuser en disant, écoutez, ça veut dire qu'il n'y aura plus de frappe sur les civils, donc vous ne pouvez pas refuser. Et à côté de ça, ça veut dire aussi qu'il n'y a plus d'attaque sur le territoire russe. Et la force et l'avantage qu'a les Ukrainiens aujourd'hui et l'Europe, c'est de toucher les hydrocarbures, les raffineries, de toucher les voies d'accès avec des attaques cyber aussi. Les usines de fabrication de drones aussi. Les usines de fabrication de drones qui sont de plus en plus dispersées sur le territoire. Il y a 900 structures en Russie qui travaillent sur les drones. Donc c'est en train de s'intensifier. Et ça, c'est mauvais pour l'Europe et pour l'OTAN. Donc ça, c'est deux axes. Et le deuxième axe, donc on parlait du cessez-le-feu aérien, et le deuxième axe de danger est les élections. Les élections en Ukraine. Parce que pareil, au niveau du discours, on va mettre en avant le fait que c'est une démocratie et que donc il faut organiser maintenant des élections puisqu'on va être dans un temps de paix. Et là, les Russes vont être derrière avec une manipulation évidemment de l'information, voire plus.